Salut, comment que vous allez? Aujourd'hui, nous allons causer porte-à-faux arrière, c'est-à-dire le poids qui est sur l'essieu arrière et où il est positionné sur l'essieu arrière. Quelles sont ses influences? Et comme toujours, ceci n'est qu'une discussion, ce n'est pas une vérité. Chacun donne son point de vue, c'est pour ça que je le fais. J'ai envie de savoir le vôtre. Il y a des gens qui ont énormément d'expérience, surtout bien sûr les compétiteurs dans ce domaine-là. Nous, pilotes de loisirs, on y touche un peu des fois, mais évidemment, surtout en enduromotrice, en 4x4 aussi. C'est vrai qu'en enduromotrice, c'est vital. En 4x4, moins. Il y a différentes façons de procéder. Et comme vous le savez, pour moi, augmenter les performances d'un véhicule, ce n'est jamais l'alourdir, parce qu'il y a des façons de contrecarrer certaines choses qui sont de lester. Mais lester, c'est ajouter du poids, c'est diminuer les performances du véhicule. On augmente peut-être la propulsion, mais de l'autre côté, on va faire forcément consommer l'engin plus, et on va aussi changer son équilibre pour les sauts. On ne parle pas seulement de la motricité. Tu as plusieurs possibilités, surtout en enduromotrice. Tu as le moteur au-dessus pile de l'essieu. Très peu utilisé, tu as mis ça sur certains anciens châssis. Le moteur derrière l'essieu. Très beaucoup utilisé. Surtout à l'ancienne mode, parce qu'on roulait du vrai tout-terrain. Donc on avait besoin d'un maximum de grip. Du fait, on mettait le poids plus en arrière des roues arrière, ce qui augmentait la propulsion. Bien sûr, comme dit, ça déséquilibre le véhicule, l'avant lève plus vite, tu pars plus vite sur deux roues en l'air, tu as plus vite le nez en l'air aussi. Et le moteur devant, qui s'utilise souvent et de plus en plus sur les véhicules modernes, sur des pistes où il y a énormément de traction. C'est-à-dire, en piste de motrice, si tu as des pneus mousse ou goudron, machin, tu as ton moteur devant parce que tu as suffisamment de grip pour le permettre. Le fait d'avoir le poids devant, ici, moteur et lipo, on ne parle pas des nitros, c'est une chaîne brushless, évitera au nez de monter pour garder donc ton avant, tout simplement. Sur les TT aussi, qui ont suffisamment de propulsion, Kyosho Scorpion par exemple, en 1/7, on attend toujours un remplacement du Kyosho Scorpion. On ne sait pas si Kyosho va se bouger dans ce sens-là. S'ils le font, on aimerait bien sûr que ce soit fait avec un vrai train arrière cette fois. Tout l'avant était bon, mais c'est l'arrière qui était foireux. Chez Traxxas, on a les Rustlers qui ont les moteurs derrière, mais les Jato ont le moteur devant. On aimerait bien voir arriver aussi un Rustler avec le moteur devant. Alors, comme j'ai dit, si ton moteur est devant, ta lipo est devant, ton nez monte moins, tu perds un peu de propulsion. Si ton moteur est au-dessus, bah c'est moite-moite, tu peux jongler plus avec ta lipo. Par contre, tu es plus haut, donc tu bascules plus du train arrière. Et le moteur à l'arrière en bas. Sur beaucoup d'engins de compétition, on a ça bien sûr en enduromotrice, qu'on a le moteur complètement posé ici en bas, soit devant, soit derrière l'essieu, comme dit. Il y a des engins aussi, et ça c'est cool, où c'est réversible. On peut monter le moteur devant ou derrière, ça c'est génial, et t'es pas coupé sur une seule position. Hein? Ah ouais, c'est chouette ça. Hein, c'est moelleux. Alors, pour que tu comprennes bien, moteur au-dessus, ça veut dire là, moteur devant, c'est ici, et moteur au tulle, et ben c'est relativement clair, je crois. C'est là derrière. Alors, il y a des engins qui ont le moteur devant, sur lesquels, par exemple, Traxxas ou d'autres, ont utilisé, ou les anciens Losi. À l'époque, on avait des batteries de réception pour nos engins. Donc, on pouvait fixer le pack de 4 piles pour avoir les 6 volts de la réception à l'arrière ici. Mais comme dit, tu montes le poids. Tu as le poids du moteur plus le poids de la batterie à l'arrière. L'avantage de ce système, c'est que tu pouvais déplacer ton pack de réception pour changer l'équilibre. Alors, comment faire pour ne pas augmenter le poids tout en changeant ces choses? Eh bien, c'est la position des roues par rapport au train arrière, et ça, c'est surtout en 4x4. En 4x2 aussi, mais comme dit, là-bas, tu jongles souvent plus avec le poids du moteur. Je vais t'enlever la carreau. LB Painting. 1 €. N'oubliez pas de passer voir Breezer RC, 1 autre euro. Et RC Bash Brother, bam, encore 1 €. Triplé gagnant, mon kiki. Et attention, j'ajoute le grand chelem Emi Design. Si vous cherchez des peintres
Il y a aussi RC Painters et d'autres. Hein. Citez-les en bas dans les commentaires, pensez-y. N'attendez pas qu'on ait des vidéos spécifiques sur certains sujets pour en parler. Quand quelque chose vous passe par la tête, balancez dans les coms. S'il n'y a qu'une seule personne qui passe par là, qui tombe dessus au moment où elle en a besoin, t'as déjà fait un heureux. C'est pas un com perdu. Alors, tu peux, sur beaucoup de véhicules, déplacer tout ton moyeu là. Plus ta roue va être derrière, plus tu vas perdre de propulsion puisque la masse est relativement devant. Donc tu vas délester le poids et la motricité sur les roues arrière. Plus tu vas avancer, plus tu vas récupérer cette motricité. Évidemment, ça a un effet secondaire. C'est que tu changes l'anthrax du véhicule, donc sa maniabilité. Après, on parle de quelques millimètres, c'est 5 mm en avant en arrière, ça n'a pas changé grand-chose. Sur la motricité, par contre, tu le sens. On avait essayé sur la Serpent LWB avec les roues complètement derrière, vous avez vu, le cul partait tout le temps. On a réavancé les roues, on a récupéré pas mal de train arrière quand même. Sur certains véhicules, tu peux même plus ou moins tricher encore sur le triangle, ce qui a le même effet. Et ça s'arrête là. Fin de la vidéo. Donc, si maintenant sur un engin comme ça, tu n'as pas assez de train arrière, que tu as déjà avancé tes masses, bien sûr, en dynamique, on a l'aileron qui aide. À basse vitesse, l'aileron n'aide évidemment pas. C'est précisément là, souvent, qu'on a le problème du train arrière, c'est à basse vitesse, sortie de virage, tu veux réaccélérer. Soit des fois, il y a trop de puissance qui arrive un peu derrière, soit tu n'as pas assez d'appui et tu patines. Les pneus influent aussi, bien sûr, sur ça. La suspension aussi, parce que si elle est trop ferme, elle t'empêche de squatter, d'encaisser le couple. Le véhicule va basculer trop vite, tu vas perdre la motricité arrière aussi. Donc dans ce cas-là, tu recules tes masses. Alors tu ne peux pas reculer grand-chose sur ce type de véhicule, ce automoteur est fixé là. Tu peux peut-être tricher un petit peu sur la fixation du vario, d'où l'intérêt des compétiteurs d'utiliser des masses additionnelles, d'utiliser des petits plombs qui vont fixer à différents endroits sur le châssis selon leurs besoins. Les châssis récents ont de plus en plus des trous exprès pour aller visser des plombs. Ce que j'utilise la plupart du temps sont des plombs automobiles pour les jantes alu qui sont autocollants. Donc ils vont te les coller là et c'est fini. Évidemment 4.2 avec le moteur derrière on est vraiment bien, c'est super agréable, mais avec les puissances actuelles avec le brushless, pour les engins qui veulent rouler fort, ça va pas. Tu as trop de poids à l'arrière, le véhicule part trop vite en cacahuète, c'est pour ça que Kyosho avait opté pour le moteur ici. Et vous l'avez vu sur certains runs en vitesse, j'avais utilisé le variateur comme lest 150 grammes, mais déporté à l'arrière, parce que la distance à laquelle tu déportes ta masse change tout. Si tu prends 50 grammes et tu les mets là, ça aura un autre effet que si tu mets 50 grammes ici, 1 mètre derrière. Puisque tu as tout l'effet de levier qui s'additionne. Fais ton calcul mathématique toi-même, pour ceux qui ont trouvé la formule. Ça va tout changer. Donc tu n'es pas forcément obligé de mettre lourd si tu peux le mettre suffisamment loin derrière. Ça, c'est un point important. Et vous l'avez vu aussi sur beaucoup de nouveaux truck guides complètes. Ça, c'est encore à l'ancienne sauce, justement. On a les masses relativement à l'arrière ou au centre. Pourquoi? Parce qu'en nitro, on n'avait pas trop de puissance. Ça n'avait pas de souci de véhicules qui décollent tout le temps de l'avant. Et au contraire, avec le fait de l'embrayage, on manquait sur les sauts d'énergie pour laisser le nez en haut. Donc il fallait mettre les masses en arrière, tout simplement pour que ton véhicule vole bien, pour qu'il parte bien avec le nez léger. Mais du coup, bien sûr, tu avais des soucis de train avant. Tu es un peu limite sur les trains avant, donc il fallait récupérer un peu sur le réglage à l'avant. Avec l'arrivée des premiers brushless, les brushless ont été fixés. Là où était le moteur à essence, le problème c'est qu'on a tellement de puissance et on est relié directement ici. Les engins, ils sont toujours en train de lever du nez. Donc ça, tu peux compenser par contre avec des réglages vario, toi sur la gâchette, et bien sûr des réglages sur le train arrière. Mais vous avez vu, tous les nouveaux truck guides complètes et buggy ont les masses complètement devant. Eux, en plus, sur les circuits TT, évidemment, appel contre appel, donc piquer du nez sur l'atterrissage, ça tombe bien, tu arrives dans la pente, normalement. Donc la masse en avant permet de garder le nez par terre. On profite donc plus du 4x4. On a une meilleure traction du train avant. Résultat, on peut s'économiser un peu de train arrière. Là,
tu as le choix de tes huiles de diff qui influent évidemment en 4x4 énormément sur ça. C'est que si tu as une huile de diff centrale très souple, la puissance va partir devant. Tes roues avant vont ballonner plus, tu vas délester pas trop vite, mais beaucoup de pertes de puissance. Mais par contre, ton train arrière va pas essayer de te pousser. Si tu mets de l'huile très dure, comme moi j'aime faire en loisir, on va se retrouver avec 4 fers qui vont pousser pareil. Là, l'arrière va pousser beaucoup plus. Et il est beaucoup plus simple, par contre, de faire en sorte que le train arrière perde un peu de motricité sur les réglages de suspension et d'angle de train, que de faire l'inverse, c'est-à-dire d'y augmenter son grip un max. Surtout si, comme moi en loisir, tu veux rester avec des angles relativement neutres, surtout au carrossage. Il y en a plein, ils disent « Ouais, mais du carrossage, mais du carrossage !» Ouais, mais quand tu mets tes roues comme ça, c'est sûr ça tient mieux la route. Mais tu bouffes tes pneus beaucoup plus vite. Alors quand tu roules que dans l'herbe, la terre, c'est pas un problème, puisque les pneus, ils se déforment, ils vont suivre. Je n'ai pas encore réussi à user de pneus de Monster jusqu'à la moelle. Par contre, quand tu fais du multisurface, c'est un problème. Donc moi, j'ai mes carrossages toujours relativement neutres. J'ai un peu d'ouverture devant, un peu de pincement derrière. Je ne vais pas chercher plus loin. Le reste, je le fais uniquement avec l'équilibre. On a aussi un gros avantage maintenant, c'est qu'on a des batteries de plus en plus compactes. Si tu utilises une shorty, tu peux la déplacer où tu as envie. On a aussi fait, vous l'avez vu, différentes choses pour le remplacement du Vario. Ici dans ce ST Pro, d'autres engins aussi, même sur la VT. Tout le monde veut toujours mettre tout le plus bas au châssis pour avoir le centre de gravité le plus bas possible. C'est tout à fait logique et normal. Mais dans certains cas, vous l'avez vu, on a posé le Vario ici ou là. Le centre de gravité sur un petit Vario 4S par exemple, celui-là, bon maintenant il fait 150 grammes, un petit Vario 4S ça fait 70-80 grammes, un compact. Sur les engins comme Buggy et GT, tu vas le sentir peut-être un peu plus, mais sur un Truggy avec le poids des roues, la plaque de châssis qui est plus longue, la masse en plus, des cardans plus longs et tout, et du moteur plus gros, le petit Vario là-haut, nous au loisir on remarque que dalle. Après, prêt à parier, bien sûr que si je te colle le Vario là, je mets la carrosserie, je donne ça à Papa Vartel, je lui dis rien, il va me dire « Oh là, ton truc il tangue !» Lui, il va te griller direct. Mais il va te prendre 3 tours quand même tous les 2 tours. Ça changerait. Hein. Même avec le frein à main, il va te fumer. C'est pas la question. Et donc, pensez à ça. Si votre train arrière glisse, il ne faut pas penser uniquement aux angles de train, aux pneumatiques, au réglage de suspension. Ça fait déjà 3 réglages, hein, puisque tu peux changer la position de ta roue par rapport au moyeu, tu peux changer ton pincement, ton ouverture, tu peux changer ton carrossage, tu peux changer l'anti-squat, c'est-à-dire l'angle de tes axes de suspension. Plus tes angles de suspension vont être comme ça, plus ta suspension va encaisser le gros terrain. C'est idéal en TT, c'est pour ça qu'on l'a devant. C'est ce qui fait aussi que le Erevo navigue tranquillement dans le gros TT, parce qu'il a ces 2 trains qui sont complètement comme ça. Sur ce type d'engin, le châssis, tu vois, est plat. Par contre, il triche sur les cales de train. C'est la cale ici qui est rehaussée, tu vois. Donc ton triangle est quand même de cette façon-là. Plus ton terrain est accidenté, plus tu as intérêt à en avoir. Et aussi, plus tu as d'anti-squat, moins le véhicule va justement à l'accélération squattée. Donc si tu lèves trop vite du nez, il faudra par contre assouplir un peu tes suspects pour que ça passe. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que plus de marques en 1/8e, 1/10e fassent ce qu'a fait LC Racing. C'est-à-dire de faire cet angle ici aussi à l'arrière, comme ça, couché. Pourquoi ? Puisqu'on peut tricher avec le reste du train arrière pour faire la suite. N'est-ce pas ? Et ça permet, tu vois, ici on a le châssis qui touche déjà. Si le châssis est incurvé comme ça, on gagne du débattement de suspension. Ce qui fait que ceux qui aiment rouler bas pourront rouler encore un peu plus bas. Tout simplement parce que tu vois là, si tu règles ton châssis comme ça, là il touche. Alors que si il était fait comme à l'avant, regarde, tu vois, je peux descendre plus loin avant de toucher puisque mon châssis suit la différence. Donc c'est avec tous ces réglages, tu n'as pas réussi à récupérer du train arrière, il y a une option, c'est lester. Et la façon la plus simple de lester, la plus efficace, c'est de lester au tulle. C'est pas de mettre trop lourd ici. Déjà, tu vas reculer au max, bien sûr, ce que tu peux, c'est-à-dire ton Vario, ta batterie. Mais attention, comme je l'ai dit, plus tu recules les masses, plus le véhicule va se comporter autrement en l'air.
le fait d'ajouter une masse ici, plus petite, mais plus en porte-à-faux, va te permettre de laisser tes éléments devant. Ça perturbera moins le vol que si tu recules tout, parce que si tu recules tout, tu vas perdre du train avant à l'axel. Tout ça pour te dire que chaque réglage influe sur un autre, et c'est un ensemble de réglages qui fait la soluce, et il n'y a pas de solution ultime. Chaque pilote, conducteur, a ses propres réglages à lui, qui lui conviennent le mieux. Il y en a qui te mettent un carrossage de dingue, avec un Anthrax Maxi, l'autre qui va te mettre pas de carrossage Anthrax Mini, et ils vont réussir à faire la même chose, les deux. Par contre, si tu leur inverses les véhicules, aucun des deux va s'en sortir, parce qu'il sera pas du tout à l'aise avec le véhicule. Moi, j'ai pour habitude de faire un réglage de base, puisque je roule partout, sur tout type de terrain, donc j'aime bien avoir des pneus polyvalents. Je n'ai pas besoin d'avoir un super grip là ou là ou là, sauf bien sûr en GT. Suspension, c'est pareil, je m'amuse pas entre deux runs à descendre la suspette, remonter la suspette, etc. Je fais un réglage qui me va un peu partout. Le véhicule doit se comporter de façon moyenne partout, après c'est moi qui avise. Donc soit je mets un peu moins de gaz, soit je suis un peu plus brutal sur les gaz, ça s'arrête là puisque je fais pas de chrono, je fais pas de course. C'est pas grave, pour mon virage un peu moins vite, mais je fais une belle courbe. C'est comme avec les huiles de diff. Moi je préfère les avoir raides, je préfère un maximum de motricité. C'est pas toujours un avantage dans certains cas, mais je crois que vous avez vu certaines vidéos de celui-là et de celui-là, malgré les huiles dures, parce que nous on peut se permettre de rouler avec les gros crampons, que les virages autour de l'arbre, à 110 degrés, comme sur des rails. Hein? Donc pensez bien là-dessous, quand vous mettez votre commentaire, à nous dire sur quel type de terrain vous roulez, quel type de pneumatique vous avez, parce que si vous êtes compétiteur sur circuit avec des mini pneus à picot, avec des huiles de diff très tendres, parce que vous avez un circuit très glissant, ça n'est absolument bien sûr pas la même chose que le gars comme moi qui va rouler devant l'herbe avec des crampons. Ça va se rapprocher l'herbe et crampons, ça se rapproche plus de moquette et picot dur. Tu vois, niveau grip, crampons et herbe, ça se rapproche même plus carrément de la GT. Quand les pneus sont bien chauds, en GT, tu as aussi cette sensation là, donc c'est pas pareil du tout. Comme pour les réglages de suspension, certains aiment du rebond, certains n'aiment pas de rebond. Donc j'aimerais que vous profitiez tous de cette vidéo, de ce post pour commenter en dessous. Et les gens qui sont sur circuit sont évidemment les bienvenus. Ne vous dites pas ah, ils vont me contredire, ou ne vous dites pas non plus nous on a tort. Partagez tout simplement votre expérience, ce que vous aimez, parce qu'il y a des gens qui vont lire et vont dire tiens ouais, c'est vrai, moi j'ai ce problème là, je vais essayer son truc. Et après, ce qui me plaît le plus, bien sûr, c'est quand les gens qui l'ont fait réécrivent sur le commentaire pour me dire écoute, c'est super, merci Bessou, tu m'as donné de super bons conseils. Hein, par exemple, ça, ce genre de choses, ça fait super plaisir, parce qu'on est là pour le partage. Chacun doit trouver la situation et la position où il est bien, et on ne peut pas tous tout savoir, surtout. Mon expérience se situe dans le loisir, pour le plaisir, pour déconner. Il y a des gens qui ont besoin d'autres conseils parce qu'ils sont sur circuit, ils ont d'autres attentes, etc., etc. Ce grand partage est très important parce que moi aussi je lis. Souvenez-vous que je lis tous les commentaires. Je passe plusieurs heures par jour à lire tous les commentaires. En ce moment, évidemment, il y en a tellement que je mets le petit pouce, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Je réponds toujours par contre, attention aux questions et tout ça. Je vous invite tous, tant que vous êtes, quand vous voyez un commentaire avec une question, si vous avez la réponse ou des conseils à donner, de partager aussi, c'est là pour ça. Et je veux votre avis sur l'histoire du porte-à-faux. En 4.2, comme dit, si tu as un système réversible, c'est cool. Si tu n'as pas un système réversible et que tu as ton moteur au cul et que tu roules sur une surface où tu as du grip, va falloir avancer les masses. Vous avez vu la Tamiya DT03, j'ai mis une mini batterie à l'avant, j'ai mis le vario et récepteur à l'avant. La DT03 sur le circuit en moquette, elle passait crème. Pourtant, c'est un engin à 99 €. Je l'adore, la Tamiya DT03. Mine de rien, c'est super solide. Si jamais tu casses la tourelle avant, il existe des options faciles aussi. Moi-même sur la moquette, j'ai pas réussi à casser la tourelle qui avait déjà été collée. La transmission est solide. C'est vrai que les masses sont derrière, c'est pas forcément l'avantage selon le type de terrain. Mais je t'ai montré comment le faire en sorte que ça le soit. Tu prends juste une petite batterie compacte que tu peux dépasser à mort dans le truc et tu fixes ton vario devant au lieu de là où il est censé être fixé. Tu avances tes masses.
Évidemment, tu perds un petit peu sur le train arrière par rapport à un véhicule qui est vraiment prévu avec le moteur là, mais il y a moyen de récupérer les choses et pense, comme dit, à la masse additionnelle au cul du véhicule plutôt qu'à l'avant. Tu peux tricher avec ça, en loisir, nous on peut tricher avec un pare-choc. Tout simplement. Tu peux y coller un gros pare-choc méchant RPM à l'arrière de ton engin si il te faut de la masse à l'arrière discretos. Multifonction, tu as la poids en arrière avec un peu de porte-à-faux. Si tu prends un pare-choc, par exemple de Baja 5B, hein, on va aller à l'extrême. On va aller à l'extrême, regarde. Alors là, il y a ça. Attends, j'ai les deux morceaux. On va prendre les deux. Par exemple, pare-choc. Donc, celui du Slash 4x4 sera le plus léger. Ça, c'est un pare-choc pour Arrma Kraton. Après que tu prennes V1, V2, V3, V4, V5, tu t'en fiches. Ça pèse 60 grammes. Avec ça, on peut lester de 60 grammes. Si tu le fixes assez loin derrière, tu vas laisser dépasser un gros bout. Ça va pas te déranger. Ça va te faire une mini wheelie bar. Ça va encaisser les chocs quand tu vas arriver sur le cul, tant mieux. Et si tu vas aller à l'extrême, hop là, 100 grammes. Encore, il n'y a pas les vis. Hein, là, tu peux coller 100 grammes au cul de ta bagnole. Avec un super porte-à-faux. Ça fait aussi une poignée de transport. Double avantage, ça sert de skid aussi pour pas rafler en dessous. Tu perds un peu de garde-sol, mais sur un engin comme typiquement truggy comme ça. Enfin, même les buggy... de la plupart des marques où les truggies ont tellement de garde-sol, Coralie sont un peu limités sur ça. Par contre, Arrma au bas ou les autres, Techno bien sûr. Alors là, c'est les rois. Alors, on adore la suspension de Techno. Ouais, j'ai bien sûr bien rigolé avec mes histoires de Techno moins bien que le Max. On s'est bien marré. Hein. Il y a eu du rentre-dedans à gogo. La plupart ont compris, se sont bien marrés. Ça nous a permis de débusquer les pas contents, les extrémistes qui finalement se sont rendus compte aussi que ouais, en fait, il se fout de ma gueule le blond. Ils se sont détendus aussi. Et je continuerai comme ça. C'est le créneau de la chaîne depuis le début. Quand les gens participent pas, ben il faut les énerver. Après tout d'un coup ils arrivent. Et là, tu les désamorces. Et finalement ils sont bien, ils restent là. Donc les compétiteurs, on attend vos partages. Donc le point essentiel, c'est porte-à-faux. Mais on a abordé quand même un peu tout le reste. Donc n'hésitez pas, quand les gens ont des questions, si vous en avez, je veux voir plein de coms sous cette vidéo. Je veux voir autant de coms que les vidéos où on fait des tombolas. Hein. C'est les vidéos tombola, 800 commentaires. Bam, ah là ça y va, hein. Là ça y va. Hein. Tous les petits gamers aussi, ils sont en fond dedans. Mais où est-ce que vous êtes le reste du temps? Où est-ce que vous êtes? On veut aussi avoir votre petit bonjour, votre petit coucou. On veut savoir sur quoi vous roulez. On veut savoir comment vous roulez. Ce que vous avez cassé, pourquoi, comment, si vous le savez bien sûr, si vous estimez que c'est la faute du véhicule, si vous estimez que c'est votre faute, on veut tout savoir, toujours dans la bonne humeur. Les manchettes à gogo, surtout là, vise bien là, tu vois, pour mettre ta manchette, t'arrives tout doucement et bam, vas-y, prends ça le blond. Moi j'encaisse, hein, je vais pas m'énerver, hein. Je fais pas pipi culotte parce que j'ai reçu que 10 € sur 1300 que je me suis peut-être donné tout seul. Quoi? C'est une probabilité, je pose une question, ce n'est pas une affirmation. Non mais non, c'est pas un problème, il y a la belle famille aussi. Hop et hop. Les kikis, j'ai hâte de voir vos commentaires et bien sûr là ça aurait été bien de sortir un 2 roues motrices, mais tu sais quoi, j'en ai plus. J'en ai plus et bien sûr c'est peut-être le moment de reprendre un Scorpion XXL, mais comme dit, moi ce qui m'emmerdait ce Scorpion c'est son train arrière. Le prochain engin pas trop lourd dans la gamme ce serait le FG Marder. Ce qui m'emmerde sur FG Marder, nouvelle génération, c'est qu'ils ont gardé les suspensions du vieux. Ciao! C'est une catastrophe, il n'y a pas beaucoup de débattement, il est ras du sol, c'est dommage. C'est dommage. Acheter un Marder et ensuite l'équiper avec les triangles longs, les nouveaux amortos, au moins juste à l'arrière, tu vois, de tout ce qui est Fun Cross et compagnie, ça m'emmerde. Prendre de Fun Cross ou le Léopard, il est horrible. Le Léopard FG est horrible. C'est pas une carrosserie, on dirait une grosse chaussure qui a été mâchouillée par un bouvier bernois. Le Fun Cross c'est un peu mieux. On a bien sûr le Baja qui revient, 5B
a été réédité avec encore une fois 300-400 euros de plus, comme ça, allez hop là. Toujours aucune amélioration sur la partie de ce Baja 5B brushless. Le poids sur l'essieu arrière et devant aussi, ça c'était très bien. Le problème c'est l'accès lipo, le compartiment lipo. Il faut toujours enlever 6 ou 8 clips, la carrosserie, glisser dedans, même si tu mets l'arceau accès rapide, rentrer dans la boîte à batterie. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un châssis spécial brushless? Avec un accès sur le Baja, c'est largement faisable, latéral. De modifier ce châssis qui est comme ça, une batterie standard 140 mm. Tu aurais basé le châssis sur 140 chez HPI là, et tu aurais mis une trappe sur le côté, tu glisses 3 lipos sur le côté 4S pour le passer en 12, et parce que ça demande énormément de puissance et de force et de jus. 8S il fait que 10 kg, ça suffit, mais vous l'avez vu sur le Rowan. Bon, maintenant on a des batteries plus balèzes. Dans le temps c'était un problème. C'est vrai que maintenant les batteries sont plus balèzes, donc si tu mets des 8000, tu as quand même une conso correcte, mais vous l'avez vu, ça chauffe quand même. Je t'assure que le Baja 5B 500 kW 12S, t'es au paradis, le truc qui roule crème. Il force pas ni rien du tout. FG, ils ont l'étagement qui est toujours merdique. Et pour l'instant, personne d'autre ne veut nous faire un Bandit X. Enfin, le Bandit moins. J'ai vraiment plus envie d'un Rustler ou d'un Jato. Donc avec le moteur devant, tout simplement le Jato, en plus il a une gueule d'enfer, mais il existe qu'en nitro. Bon, tu peux convertir, mais je suis pas fan de la conversion, c'est pas top. Et nous on aimerait ça en XL. Il y a des constructeurs qui se sont penchés dessus pour faire des 1/6e, des 1/7e. Tu peux bien sûr faire ton Truggy 1/7e sur la gamme Arma en 4x4 maintenant, mais pas en 4x2. Tu prends les trains du Talion, tu colles ça sur le châssis du Mojave et tu as un Truggy plus grand. Je n'irais pas prendre les trains du Crichton avec les moyeux plus larges, le truc normal. Tu pourrais presque le faire avec Coralie, mais ils n'ont pas fait de châssis plus long, ils n'ont pas fait d'anti-Mojave. Je sais pas pourquoi, hein, je me dis qu'à un moment ils vont le sortir ce truc là. Mais il faut vraiment qu'ils améliorent les plastiques pour ça. On attend impatiemment, je vais taquiner encore, complètement penser que je taquine au bas haut pour avoir un Hyper VS2 Truggy. Ça nous permettra de faire un Hyper VS2 SC aussi. Hein, ça serait génial quand même. Puis voilà. J'ai rien oublié? Non. Si, on a oublié quelque chose. Le porte-à-faux sur le véhicule à pont. Alors là, ça c'est une autre histoire, puisqu'il existe plein de types de construction à ce niveau-là. Bien sûr, l'effet sur le véhicule est le même que sur les véhicules standards à triangulation. C'est-à-dire que plus tu as du poids derrière, c'est ce qu'ils font là sur les SC, classique, de façon classique. Oh, que c'est beau. Je vais d'abord jouer 2 minutes avec la suspension avant qu'on parle. Oh, j'adore. Définitivement The UDR Killer. Pas Mojave, parce que ça n'a rien à voir. Ça. Mojave, on peut vraiment faire les gros cochons avec. Donc le porte-à-faux. Arrière, on revient au même, plus de masse sur le train arrière. Là en plus c'est suspendu, donc ça réagit différemment que si c'est non suspendu. Sur un véhicule à pont, le plus sympa c'est d'avoir bien sûr un pont bien lourd. C'est l'excellente idée qu'a eu Kyosho sur le Rampage. On a le moteur qui est sur le pont, et ça c'est génial. Toute la masse est en bas, c'est super stable. Ça marche à merveille. Là aussi, il existait bien sûr des engins qui avaient le moteur derrière le pont, les moteurs devant le pont. Bon, au-dessus, ça s'est pas vu. Ou, comme dit, l'arbre de transmission, le moteur au milieu. Donc là, sur le pont, t'as plus rien. Sur ce type d'engin SC, DB et tout ça, bien sûr, facile pour le constructeur. On met les belles roues de secours à l'arrière. Ça fait un bon petit look scale. On est aussi super content avec. Et ça le fait grave. Là, ce sera aussi simple de tricher avec, par exemple, un pont alu. Bon, il n'existe pas pour celui-là, mais je te parle si tu as un UDR ou un SBR ou n'importe. Il existe plein d'optionneurs qui font les ponts en alu. Donc tu mets tout ton pont en alu, comme en crawler, hein, et tu te retrouves avec la masse en bas, tout simplement. Alourdir les roues, à ce sujet-là, mauvaise idée. Ça aide aussi sur la stabilité. Il y en a plein qui ont essayé des roues de 980 grammes sur l'X-Max, qui disent « Ouais, il tient beaucoup mieux la route avec les roues Proline ». C'est le poids qui fait la différence, pas la qualité du pneu. Le problème,
c'est quand tu fous le camp, c'est que cette masse en rotation, elle t'emmène et tu fais au lieu de 2 tonneaux, t'en fais 10. Et par contre, tu vas déchiqueter ton X-Max. C'est pareil sur ces engins-là. Tu vas lester le pont, ça va mieux t'aider tant que tu es par terre. C'est que tu pars en tonneau, ça va être l'inverse. La masse va emmener le véhicule plus loin. Donc méfiez-vous. C'est pour ça que je ne suis pas un grand fan d'augmenter les masses, mais à l'inverse, de diminuer au maximum les masses. Tu ne peux pas toujours tout faire. Il y a des constructeurs qui sont lancés dans rallonger du indice à cette échelle-là pour justement diminuer un maximum les masses. Mais là, tu arrives dans un phénomène plutôt évident, c'est que la solidité de la machine ne suffit plus. C'est pour ça que ce bébé-là fait 7 kg. Hein? Entre 6, 5 et 7 kg. Quand tu te dis que ça fait 10, c'est quand même assez dingue. Donc, ceux qui en savent plus sur les ponts que tous les autres sont bien invités aussi ici, bien sûr, à partager. Donnez-nous des exemples. Parlez des véhicules que vous connaissez en 4.2. On va pas s'engager, attention, dans les engins de compète. En compète, oui, c'est sûr, Buggy et Truggy 4.2 spécial moquette ou sable super tassé d'Ologne, là. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais moi, j'aimerais qu'on reste un peu dans les véhicules loisirs. Ce que vous avez tout vu, sur quel véhicule. Si vous en avez eu, comment vous avez résolu votre problème. Si vous glissiez trop de l'arrière, pas assez, etc. Hein? Tout ça, on veut savoir. Et un abonné m'a dit là-dessus, mais du carrossage, nom de Dieu! Alors déjà, tu es tombé sur la dernière vidéo où je suis au bout du rouleau là. Regarde la première, je roule beaucoup mieux. Et l'autre truc, c'est que c'est un pont rigide, droit, avec des cardans qui partent de là jusque là tout droit. Donc il est impossible de donner un angle à la roue. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une noix à l'intérieur et qu'on ait des pièces pour modifier l'angle. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. On mettra tout simplement des pneus qui glissent plus à l'arrière. Et on y sera aussi. Oh, c'est bon. Ah, je vais y aller, il faut que j'aille rouler. Salut.